Bienvenue à l'espace Chemin de Biac pour la conférence d'Evelyne Mourgui sur la pelote à Saint-Palais. Cette conférence vous est proposée dans le cadre de l'exposition sur le La Shoah de Séverine Dabadi. Séverine Dabadi qui est photographe au Pays Basque et qui met en avant les disciplines du patrimoine ou les choses du patrimoine qui sont en train de disparaître. Séverine Dabadi est juste au premier rang avec son appareil photo et il va filmer la conférence. Donc voilà, donc on a essayé de proposer des animations autour de l'exposition du La Shoah qui est produite par le département, par Hospitalia. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre d'interprétation du patrimoine qui est situé à Hérisari. Séverine Dabadi avait exposé déjà l'année dernière et cette année on a proposé la même exposition. Dans le cadre de l'expo, on a proposé 2 initiations à la pelote basque, en plus de la conférence. Et donc Séverine va vous parler de la pelote basque à Saint-Palais, comment la pelote a pu influencer le développement de la ville. Voilà, je ne vais pas trop vous en dire, déjà pour ne pas dire d'erreur, et en plus pour ne pas vous divulguer le dénouement. C'est Evelyne qui fait la conférence, c'est pas moi. J'ai dit Séverine Dabadi qui fait la conférence, ouais. Et ben c'est Evelyne Mourgui, autant pour moi. Evelyne est docteur en études basques, elle a écrit une thèse sur la pelote basque, et c'est également la commissaire d'exposition de l'exposition sur le La Shoah. Voilà pourquoi elle est là aujourd'hui. Je vais lui laisser la parole. Donc on aura une conférence à peu près d'1 heure et ensuite une période de questions-réponses, de débat si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci beaucoup à vous, Joël, à la ville de Saint-Palais et à l'espace Chemin Bidéac pour cet intérêt pour la pelote basque en général et pour l'exposition de Séverine Dabadi avec ses belles photos sur le La Shoah en particulier. Je suis ravie de partager avec vous ce soir ce que j'ai pu apprendre de la pelote et sur les lieux aussi, surtout sur les lieux de pelote, l'évolution des lieux et des jeux de pelote à Saint-Palais au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, ce sont des périodes sur lesquelles on n'avait pas grand-chose. Donc, j'ai pu, pendant les années de recherche, lire beaucoup de délibérations de la communauté de Saint-Palais. Et c'est pour ça que je peux aujourd'hui donc vous parler de cette pelote. D'abord, un petit point. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent, qui ne connaissent pas la pelote basque? J'imagine personne. Vous connaissez tous aussi le rebot, ou il y a des personnes qui ne connaissent pas? Bon, c'est parfait. Et au niveau du jeu de paume, est-ce que vous êtes aussi au courant ou vous préférez que j'en parle? Parlez-en. Alors, j'en parle. Alors, le jeu de paume, c'est un jeu de paume, c'est un jeu qui se joue avec la paume de la main, qui s'appelait aussi palma en latin. Donc, ça a donné paume avec un L. Tout à l'heure, si vous pouvez lire une délibération sur l'écran, eh bien, vous verrez le mot paume écrit, il ne faut pas être étonné. C'est toujours le jeu de paume qui a perdu son L au fur et à mesure. Ce jeu de paume se pratiquait dès le XIIIe siècle, il est attesté, et il s'est développé partout en Europe. Et il a connu une apogée au XVIe siècle, particulièrement en France. Ce jeu de paume est un jeu direct qui se joue donc face à face, chaque équipe étant dans un camp, et les équipes se renvoient la pelote soit au-dessus d'une ligne, soit au-dessus d'une corde. Et le jeu est pratiqué tantôt en plein air, tantôt dans un bâtiment couvert ou pas, suivant les cas.
Il faut savoir qu'au début, en Pays Basque, comme partout en Europe, on pratique le jeu de paume. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, on va beaucoup parler de parties de jeu de paume, là où vous diriez peut-être partie de pelote. En fait, c'était un peu les mêmes jeux pendant un certain temps. Ils ont utilisé les mêmes lieux également. Et puis, des lieux spécifiques pour la pelote basque ont été construits parce que la pelote basque, ce n'est pas du jeu de paume, c'est ce que j'ai défendu dans ma thèse. La pelote basque, c'est vraiment un jeu original, même si, au départ, il y avait le jeu de paume. On a inventé, on a imaginé des jeux avec des logiques de jeu, on va dire, très différentes si on fait appel à la théorie de Pardebac, qui est un spécialiste de la question. Donc la logique interne du jeu est différente à la pelote basque ou à la paume. Aujourd'hui, on évoque le jeu de longue paume. Longue paume en français, Luciane en basque, ou botal lucé également. Là, on dit aussi polo, but, long. Et en Espagne, on va parler de juego de pelota. Et pour le jeu basque, le jeu qui s'est joué, on va parler de lardo en castillan ou le lacho, donc la Shoah, en basque. D'où l'exposition ici. C'est du jeu de longue paume encore. On va suivre un plan assez chronologique, 18e, 19e siècle, pour les jeux, on va dire, en plein air. Et puis, on parlera aussi des jeux fermés, jeux de trinquet, ça s'appelait aussi en France jeux de paume. Et en Espagne, trinquet, en basque, trinquet. Donc, ce qu'on sait de la pelote à Saint-Palais commence au XVIIIe siècle, si on veut, puisqu'il y a une chanson, comme vous voyez à l'écran, une chanson sur la partie du paume jouée à Saint-Palais entre deux héros de la pelote du XVIIIe siècle, que sont Bercail et Asensa. Cette chanson a été retranscrite, puisque c'est une chanson du XVIIIe siècle, c'est la tradition orale qui l'a portée jusqu'au XIXe, et Georges Lacombe, dans son article du Gouderia, nous raconte qu'il possède un manuscrit. Il pense que ce manuscrit date de 1850 à peu près, donc une main inconnue, anonyme, a retranscrit cette vieille chanson populaire qui donc concerne les deux héros du XVIIIe siècle. Voilà, on pense que la pelote donc se jouait bien au XVIIIe siècle à Saint-Palais grâce à cette chanson. Juste une petite parenthèse sur Georges Lacombe, je vais vous parler de deux personnages très importants pour Saint-Palais. Alors je ne parlerai pas trop de Jean Le Petit, mais vous le connaissez bien. Moi je vais parler de Georges Lacombe, qui est un linguiste, un bascologue, un promoteur de la langue basque également, avec Antoine David-Narast, et puis un lettré, un diplômé de la faculté des lettres de Paris. Donc Georges Lacombe intervient très très souvent, pas seulement dans le Gouderia en 1921, mais également dans le journal de Saint-Palais. C'est un fidèle chroniqueur du journal de Saint-Palais. Et pourquoi est-ce que ce distingué lettré vient écrire dans le journal de Saint-Palais? Et tout simplement parce que sa mère est une Saint-Palaisienne, donc il est attaché à cette ville. Et c'est un grand bonheur d'avoir à Saint-Palais, dans le journal de Saint-Palais, tous ces articles qui pourraient être recueillis et étudiés, ces articles de ce grand personnage qui a fait partie donc de l'Académie de la langue basque également. Georges Lacombe est un érudit et il est passionné par les jeux de pelote, mais aussi les jeux de paume. Il a fait beaucoup d'études sur ces jeux et il a fait paraître le résultat de ses études dans le journal de Saint-Palais. Donc on s'intéressait déjà à l'époque, début du XXe, à la pelote et à la paume à Saint-Palais. Georges Lacombe a donc écrit et à la suite
Christian Delbé a fait une histoire de la pelote, a écrit une histoire du jeu de pelote dans le Bouléria. À partir de 1921, il écrit beaucoup d'articles et il s'appuie sur les articles de Lacombe pour décider de rattacher historiquement le jeu de pelote aux jeux romains, grecs, aux jeux de paume. Et Georges Lacombe lui écrit qu'il est très mécontent, il n'est pas d'accord avec Delbé. Néanmoins, c'est sur les propos de Delbé que l'abbé Blasi va écrire son fameux livre sur la pelote basque, un très beau livre sur la pelote basque, le premier livre consacré entièrement à la pelote basque, qui a presque 100 ans. Mais par la suite, tout le monde a copié sans trop chercher à regarder si les informations étaient vraies ou pas. Et en tout cas, pour celle qui venait de Delbé, elle n'était pas tout à fait juste. Que raconte cette chanson? Je ne sais pas si vous pouvez bien lire à l'écran. Cette chanson parle des deux héros. Évidemment, elle fait l'éloge de Berkane, qui est un joueur extraordinaire. Seulement, Berkane est venu à Saint-Palais jouer contre son grand rival à Sansa et Recette-Boucher. Et il est venu prendre sa revanche d'une partie jouée il y a 9 ans à Baïgori. Et 9 ans avant, à Baïgori, il avait été vaincu par Assansa. Donc là, il prend une belle revanche. Et surtout, ce qui est dit dans la chanson, c'est que les Banamarés, puisque Berkane et les adultes qui venaient soutenir leurs héros, avaient perdu beaucoup d'argent. Et cette fois-ci, ce sont les Labourdiens qui, à leur tour, sont bien mal après cette partie où ils espéraient encore que leur héros de Campo, donc le fameux Assansa, allait gagner. Autrement dit, on voit que cette pelote, ce jeu de pelote au XVIIIe siècle apparaît comme une affaire d'honneur, on va dire. Honneur arrivé sur le terrain du jeu et pas sur le terrain de la guerre. Ici, l'honneur entre deux provinces, une province contre l'autre. C'est vraiment très net dans la chanson. Et c'est donc cette affaire d'honneur réglée grâce à l'habileté, à la technique et aussi à la force des joueurs. Mais également, c'est une affaire de gros sous, on va dire. Beaucoup d'affaires, beaucoup de paris, beaucoup d'argent gagné ou perdu dans ce domaine de la pelote. Et ça va continuer longtemps encore, jusqu'au XXIe siècle. Donc on dit au XVIIIe siècle, voilà, on joue à Saint-Palais. Vous pouvez vous demander où on jouait à ce moment-là, à Saint-Palais, puisqu'on parle aujourd'hui des lieux de jeu. Voilà le cadastre de la ville de Saint-Palais. Vous pouvez donc se jouer cette partie. Eh bien, c'est grâce à un document d'archives qu'on va le découvrir. On a la chance ici, vous avez la chance d'avoir beaucoup de délibérations de la communauté de Saint-Palais qui ont été conservées. Alors, en date du 17 juin 1754, je ne sais pas si vous ne voyez pas très bien à l'écran, je vais vous le lire. La communauté de Saint-Palais a reçu Jean Paris, procureur syndic, qui a dit que la place publique de la présente ville se trouve un peu trop courte et basse du côté du bois de Gassiou pour le jeu de paume, comme aussi pour que les troupes de Sa Majesté puissent être mises en paix lors des passages, parce que la ville de Saint-Palais accueille beaucoup de troupes, et qu'ainsi il conviendrait de relever le dit bout de place en niveau du reste pour la rendre parfaite, moyennant quoi le produit du tribut du vin augmentera. Alors, ça paraît un petit peu curieux, cette histoire. D'abord, la communauté va être d'accord avec le syndic, et le syndic expose dans la suite qu'on va organiser à Saint-Palais des grandes parties de paume, que les parties sont toujours l'occasion d'accueillir un grand public, et bien sûr un public qui va aller consommer du vin dans les cabarets environnants. Donc, plus on aura de parties de pommes de bon niveau, plus les gens viendront et plus le tribut du vin pourra réussir à payer les travaux à faire sur la place. En tout cas, les jurats vont voter ces travaux et ça sera le cas pendant très longtemps, jusqu'à aujourd'hui. La ville de Saint-Palais va accorder beaucoup d'argent pour mettre en état ces divers lieux de jeu. Et pourtant, la ville de Saint-Palais, c'est une ville qui est construite entre la 12 et
et la Joyeuse et de nombreux ruisseaux. Et son histoire est marquée par la construction, la réfection des ponts. Et la ville va très souvent se plaindre de son indigence auprès de l'autorité royale. Pour payer, il faut le dire, un peu moins d'impôts. Mais c'est parce que c'est vrai aussi, il y a vraiment beaucoup de dépenses à faire. Et bien malgré toutes ces dépenses, il y aura toujours de l'argent pour le jeu de paume et aujourd'hui pour le jeu de pelote. Donc on voit ici sur le cadastre, alors je vais vous montrer, donc ici vous devez voir, c'est là la place de la ville, puisque on nous dit bien dans l'archive que c'est sur la place de la ville. Voilà la place, c'est la place du marché. Ici c'est l'actuelle mairie, et le musée là, de la ville. Et là voilà le bois de Gassier. Donc les joueurs sont ici. Vous voyez que c'est quand même un lieu de passage, donc ils jouent, mais c'est un lieu de passage. C'est la même chose à peu près dans toutes les villes en Europe. Le jeu va se passer sur la place de la ville, va se passer dans la rue principale, et donc va engendrer de nombreuses disputes entre les gens qui veulent passer, les gens qui veulent jouer, entre les joueurs eux-mêmes parce qu'ils se disputent à propos des points, qui va gagner le point ou pas. Il y a aussi des grilles de verre, et il y a également des blessures qui parfois sont mortelles, parce que la pelote, quand on la reçoit sur la tête, ça peut faire très mal, même à cette époque-là. Donc, peu à peu, dans les villes importantes, on va dire, comme Saint-Palais, le jeu va se déplacer. Les joueurs vont aller jouer ailleurs, souvent d'ailleurs parce que les autorités elles-mêmes interdisent le jeu, puisqu'il est dangereux et cause un préjudice à la population. Et c'est ici, là, on va essayer de vous montrer, j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est sur la propriété de Pépé Barbaste que les joueurs vont aller. Vous voyez que là, il n'y a pas trop de danger, on ne va pas gêner, les gens ne passent pas trop, il y a tellement de construction autour. Donc, il y a un nouveau lieu du jeu de paume, je dis paume parce que ici, je ne sais pas si vous lisez bien, mais ici dans l'intitulé, on parle bien du jeu de paume. La ville considère que le jeu est important. Il est tellement important que le maire propose, le 9 mai 1843, propose à tout le conseil d'acheter la propriété de Pépé Barbaste, dite place du jeu de paume. Donc la ville se ferait propriétaire de cet endroit. Et on en sait un petit peu plus grâce à un article du Mémorial des Pyrénées, le 21 janvier 1844, ça a un petit peu de temps, hein. Le tribunal civil de Saint-Palais fait paraître cet article pour parler de la vente par expropriation forcée des biens de Pierre-Alexandre Joseph Barbaste, qui a fait faillite, qui est décédé, et donc tous ces biens vont être saisis et vendus. Alors je vous ai épargné tous les titres, sauf le 10e. 10e, une pièce de terre servant de place de jeu de paume avec rebut. Mot important, de contenance environ 1 hectare 12 arts. Et alors on voit ce que ça confronte, c'est-à-dire les terres qui sont autour. Il y a un chemin, il y a une terre, il y a une prairie, un jardin, des jardins, une basse-cour. Il n'y a rien autour. On est en 1843 ou en 1844 quand la vente a vraiment lieu, mais il y a une terre, un jeu de paume, qui possède, vous le voyez, un rebut. Qu'est-ce que c'est un rebut ? Bien, un rebut, c'est un mur. C'est un mur sur lequel on envoie la pelote, comme ici, et pour le jeu de rebot, ici c'est un jeu de rebot, c'est très important d'avoir un mur. Donc le mot rebot vient du basque erebota ou arabota, et il veut dire que la pelote rebondit sur le mur, elle est renvoyée par le mur, donc on lance la pelote sur le mur. Vous voyez qu'en 1843, il y a déjà un mur qui est important, et on a souvent dit, les historiens ont dit, je pense Blasier aussi, que les murs n'existent pas avant 1850.
Alors il existe à Saint-Jean-de-Luz un mur qui a été construit 100 ans avant, dans les années 1750 déjà. Donc il faut penser que le jeu de pelote en Pays Basque a utilisé très tôt un mur. On a dit le mur c'est bien quand les pelotes sont élastiques, c'est bien quand il y a des chisteras, oui, mais c'était bien avant aussi. Alors la ville, si on retrouve l'histoire de Saint-Palais, la ville achète cette terre et va l'aménager. Donc toujours des frais. Elle va abattre des arbres à cause de l'humidité, elle va installer des bancs pour que les personnes puissent assister aux parties, elle va faire une allée tout autour du jeu parce que les charrettes et les voitures préfèrent prendre le chemin le plus court, la diagonale, et donc traversent le jeu et abîment le jeu. Vous savez ce que c'est un jeu une place en terre battue, ça n'a pas besoin d'être piétiné par des voitures, ça abîme beaucoup, ensuite on peut être bondi beaucoup moins bien. Donc une allée autour, et ça ne suffit pas parce que même s'il y a une allée, eh bien, les charrettes et les voitures vont quand même filer à travers le jeu. Donc finalement, en 1862, la communauté décide de faire clore le jeu par une barrière en bois. Donc encore d'autres frais. Et comment justifie-t-on qu'on va construire une clôture en bois pour ce jeu, pour éviter que les charrettes aillent dessus? Eh bien voilà, vous l'avez à l'écran, la destination principale de la place Neuve est le jeu de paume. Il attire un grand nombre de population, vous voyez, c'est des raisons économiques. Depuis longtemps, l'autorité municipale veille à l'entretien et à la conservation du jeu de paume. Pensez, on est en 1862, c'est comme ça que pensent les élus de Saint-Palais. On n'en a pas fini avec ce mur. Parce qu'en novembre 1864, M. Galland, qui a acheté en 1862 ou 63 une propriété qui jouxte exactement le jeu de paume au niveau du mur de rebond, M. Galland fait une demande à la ville. Il demande à être autorisé à bâtir sur le jeu de paume appelé rebond. Donc, il veut bâtir sur ce mur. Et que dit la communauté? Elle dit, considérant que le rebond et une partie du mur qui l'entoure ont été construits jusqu'à une certaine hauteur sur le terrain de la commune par la municipalité, mais qu'ensuite, l'autorité locale a laissé exaucer le dit mur. M. Galland a déjà exaucé le mur. Considérant que si M. Galland a entrepris ses travaux dans un but d'intérêt privé, on suppose qu'il n'avait pas envie d'avoir tout le temps les pelotes arrivées dans son champ, il est vrai de reconnaître qu'il a en même temps rendu le rebond plus commode aux joueurs de paume, sans préjudice aux intérêts de la commune. Autrement dit, si on élève le mur, c'est agréable pour le jeu de pelote. Alors on va laisser faire, parce que ici, il n'y a pas du tout d'inconvénients, il n'y a que des avantages. Et donc, à l'unanimité, le Conseil est d'avis que M. Galland soit autorisé à bâtir sur le mur du jeu de paume appelé rebond. On est en novembre 1864, le rebond a déjà été un peu élevé, surélevé, et de nouveau, M. Galland va encore exaucer ce mur, 1864, alors qu'on nous raconte qu'il faut attendre qu'il y ait du bled à schistera, qu'il y ait des pelotes élastiques, pour qu'on fasse des murs plus hauts. Eh bien non, de temps à jamais, on a rehaussé les murs de pelote petit à petit, même s'il n'y avait pas d'élastique, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'élastique dans les pelotes. À cette époque-là, on n'a pas de schistera non plus, ça arrive en 69. Et l'explosion du bled, c'est en 1891. Donc on est très loin de tout ça, néanmoins, on exauce les murs. Alors qu'est-ce qu'on joue comme partie sur ce mur? On joue très certainement au Lachois, qu'on appelle peut-être l'Océa ou l'Otalocé ici. Mais vous avez là l'article du Mémorial des Pyrénées qui vous raconte qu'à l'occasion de la fête locale de Saint-Palais, l'élite des joueurs, parce qu'évidemment on apprend toujours avec les meilleurs joueurs pour les fêtes. Donc les meilleurs joueurs de la Soue et de la Navarre, encore une histoire de province, de lutte entre provinces, s'est rendu sur la place de cette ville.
Mais cette fois-ci, on n'a pas joué une partie de pomme au rebond, on a joué une partie de pomme au blé. J'ai oublié de vous demander tout à l'heure. Le blé, écrit là comme la céréale, ou écrit plus tard bled, B-L-A-I-D, et c'est passé par plein d'orthographes différentes, B-L-A-Y, B-L-E-D. C'est tout simplement le jeu de pelote qu'on connaît le plus fréquemment aujourd'hui, le jeu qui est le plus connu, le plus joué, c'est le jeu contre le mur. Le jeu de bled, ça veut dire le jeu contre le mur, on se renvoie la pelote par l'intermédiaire du mur et non plus face à face, comme au temps du jeu de pomme de Taoussé. Là, vous voyez que pour la fête de Saint-Palais, il faut toujours qu'il y ait une grande partie. Donc on considère que le jeu contre le mur, pourtant on est en 61, donc le mur n'a pas encore été rehaussé 2 fois par M. Galland. Là on joue quand même au bled. Il faut imaginer ça, ça peut nous paraître surprenant. Il n'y a pas d'élastique, on a un mur qui est tout bas, et bien on s'amuse quand même très longtemps avec ce jeu, et ça fait, et bien on vous le dit à la fin, ici, cette circonstance a relevé en quelque sorte l'éclat de la fête de Saint-Palais. Dans beaucoup d'articles, on dit le clou de la fête, c'est la partie de pelote, et il n'y a pas de belle fête sans partie de pelote. Donc ici, ils ont joué 5 heures consécutives. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils ont joué 2 contre 3. Vous voyez qu'on donne les noms des sous-le-temps, Dufaux et Moulin, ce sont des joueurs connus à l'époque. Et 3 Navarrais, donc on ne précise pas les Navarrais, en fait c'est des bas Navarrais, mais on ne précise pas les noms, parce qu'ils sont des joueurs de moindre importance, et c'est pour ça qu'on joue 2 contre 3, pour que les parieurs aient envie de parier, parce que si c'est 2 sous-le-temps contre 2 Navarrais, ils ne vont peut-être pas oser miser sur les Navarrais. Donc ils ont remporté, difficilement, ils ont quand même remporté la partie, les Navarrais. Donc aussitôt après, il y a une revanche. C'est très souvent le cas, voilà, il y a toujours une partie suivie d'une revanche. C'est comme avec Percagne et Assansa, sauf qu'ils ont dû attendre 9 ans la revanche. Ici, c'est immédiat. On n'a pas fini encore avec l'histoire du rebond. Parce qu'en 1874, voilà que M. Galland, cette fois-ci, demande à construire, non pas à rehausser le mur, mais carrément à s'appuyer sur le mur de rebond pour construire sa maison, ce qui va donner un mur de jeu enclavé dans une maison. C'était aussi le cas à la gendarmerie des Albudes. Et ça a d'ailleurs donné lieu à des petites batailles. Vous voyez que les autorités vont accorder à M. Galland le droit de bâtir sa maison. Mais attention, il y aura des conditions très, très importantes, très précises. On va dire à 80 cm au moins, temps de fenêtres, pas de porte, à tel endroit, pas dans tel autre. Et surtout, on va dire que les contrevents qui ferment les croisées n'auront pas de joint. Parce qu'évidemment, le joint fait une saillie, et si le joint fait une saillie, quand la pelote bondit dessus, elle est déviée. Donc, il faut assurer que le mur de jeu soit bien lisse pour qu'on puisse jouer dessus. Et de plus, M. Galland s'engage à tenir toutes ces fenêtres fermées à la simple invitation de l'autorité municipale lorsqu'une partie de quelque importance se jouera à la place. Vous voyez, des autorités qui pensent à l'avenir, pour qui il est très important que le jeu de pelote ait lieu, parce qu'il y a un enjeu économique derrière, vraisemblablement, mais aussi parce que le jeu est important pour les Saint-Palaisiens de manière générale. Et donc on pense à l'avenir et on donne des conditions drastiques. Ces conditions seront rappelées en 1922 lorsque la maison sera vendue à Charles Etcheverry. Et donc le maître devra accepter toutes les conditions portées, c'est-à-dire qu'on puisse jouer sur ce jeu. Alors là, je vous ai mis deux photos pour qu'on puisse bien voir. C'est l'hôtel du Midi. On est place du Foirail, et donc on apprend que le deuxième jeu, c'est-à-dire la place du jeu de paume qui a été achetée aux héritiers par Bast lors de la saisie, c'est en fait la place du Foirail. C'est donc là que se tenait le jeu de paume jusqu'en 1923 à Saint-Palais. Donc
On ne sait pas depuis quand, puisque entre 1754, où la partie se joue à la place de la ville, et puis l'achat en 1843, ben, on ne sait pas où jouer les joueurs, mais à un moment donné, ils ont quand même décidé d'aller jouer là-bas, dans une propriété donc privée. C'était pareil d'ailleurs à Asparin, il y avait une propriété privée, alors qu'à Saint-Jean-de-Luz, à la moitié du XVIIe siècle, il y avait un mur de jeu construit par la municipalité. Donc, vous voyez ici, vous voyez bien ce mur de jeu, hein, il est là. Donc là, bien sûr, ils ont le droit de faire des portes depuis, puisque maintenant, il y a une autre place de jeu. Vous voyez, c'est en pierre de taille, des pierres bien polies, bien lisses. Et vous imaginez, donc, ce mur-là, il a déjà été rehaussé 2 fois. Donc, il faut imaginer que peut-être on jouait à cette hauteur-là, au temps de 1861, quand il y avait des parties de pelote sur la place, des parties de pelote au bled, donc à main nue. Voilà. Donc à partir de 1875, on a cette maison. Alors moi, on m'a raconté au tout début, hein, quand je me suis occupée de la pelote, que les joueurs avaient joué contre le mur de la maison, et puis que c'est comme ça que, parce qu'il y avait une maison là, que le jeu de pelote est né. Ben non, c'est pas du tout comme ça. Et il y a 2 années très particulières pour les fêtes de Saint-Palais, 2 années où les fêtes de Saint-Palais vont accueillir les prix d'Antoine Dabadi d'Arrast. Antoine Dabadi d'Arrast a inventé ce concept des fêtes basques en 1851 à Lorraine. Il a inventé le concept des parties primées, parce que jusque-là, les joueurs faisaient des défis entre eux, et les parieurs avançaient beaucoup d'argent, même des fois pour les joueurs eux-mêmes. Et à partir d'Antoine Dabadi, les joueurs reçoivent une prime. Les gagnants reçoivent une prime, et les perdants reçoivent une prime moins grande, et le meilleur joueur reçoit également une prime, qu'il soit gagnant ou perdant. C'est donc Antoine Dabadi d'Arrast qui a commencé ce type de prime, ce type de partie avec prime. Il a été suivi, ensuite il y a eu des professionnels de la pelote, et encore aujourd'hui, mais c'est lui qui est le premier à changer le fonctionnement, on va dire, de la pelote. C'était un promoteur de la langue de la pelote, donc il y avait toujours un concours de poésie et de la pelote. Et après quoi, se sont greffés là-dessus des prix pour des courses d'hommes, des courses avec des pots, des courses de femmes avec des pots, il y avait des prix d'improvisation, etc. C'était les grandes fêtes qui commençaient toujours le premier jour par la religion. Parce qu'Antoine Dabadi avait dit, si on veut qu'une fête marche, il faut qu'elle s'appuie sur la religion. Voilà. Vous avez ici l'affiche qui a été commandée par Joël à la Bibliothèque nationale de France. J'ai oublié de le spécifier là, c'est un grand tort. Donc c'est une affiche qui est conservée à la Bibliothèque nationale de France. L'important pour Antoine Dabadi, c'était que l'affiche soit en basque. C'était important pour lui qu'on voit du basque écrit et que cette langue soit dans des livres également. Donc il a fait paraître des livres, notamment il a demandé la traduction de la Bible en basque. Alors ces fêtes de Saint-Palais sont rapportées dans le courrier de Bayonne, où on parle évidemment d'Antoine Dabadi. Vous voyez comment ça se passe, le courrier de Bayonne, les fêtes de Saint-Palais, dans la chronique locale. Le premier jour, il y a un concours de poésie. Et ce qui nous intéresse, c'est la partie de rebond. Donc vous voyez, on dit la great attraction de la journée, c'était la partie de rebond, des milliers de spectateurs. On m'a dit, mais milliers, c'est exagéré. Je ne crois pas, parce qu'à cette époque-là, on mettait des gradins. D'ailleurs, des fois, il y a des gradins qui s'effondrent, et c'est comme ça qu'on apprend dans le journal qu'il y avait des gradins. Donc il y a des gradins. Les gens montent aux arbres, se mettent aux fenêtres, au balcon. Partout où ils peuvent, ils s'installent pour voir la partie de pelote. Cette fois-ci, vous voyez que c'est encore une question de province. Le Labour contre la Navarre, en fait, c'est la place Navarre. Et non seulement c'est une partie entre provinces, mais encore ils ont là les grands joueurs de l'époque. Donc pour les fêtes de Saint-Palais, on fait venir les grands joueurs. Haïti, de Cambo, de Halle, de Sorel, Bertherèche qui est
le grand buteur d'Issassou, hein, qui a duré très très longtemps, et de l'autre côté, Andar, Chebar, Castagnet, etc. Esquira d'Ossès. Esquira, il y a beaucoup de Esquira. Il faut préciser Esquira d'Ossès parce qu'il y a Esquira du Rhum. C'est comme les Chiquitos, il y en a de Biarritz, il y en a d'un peu partout, de Congo évidemment. Voilà, donc vous voyez que c'est la largeur de la partie, voilà. Et on ne parle pas ici de revanche, hein, parce que la revanche, elle sera dans un autre lieu un peu plus tard. Vous voyez qu'il y a une partie de repos le premier jour, et une deuxième journée, il y a la partie de bled. Dès le début, dès 1851, David d'Arrast va promouvoir toute la pelote, le repos et le bled. Et cette fois-ci, avec les mêmes, donc vous voyez, ce sont en fait les mêmes joueurs qui jouent un jour le repos, le lendemain au bled, à la lune, rien ne les gêne. Quand on est en 77, ils jouent avec des Chistera. Donc, fête de Saint-Palais en 1883, encore avec Antoine David d'Arrast et ses primes. D'ailleurs, les fêtes de 77, je vais vous dire, elles avaient été demandées d'abord par le curé de Iodi. Et Antoine Dabadi était ravi de penser qu'enfin, ces fêtes qui avaient eu lieu tout le temps à Urune et ensuite après à Sarre, allaient enfin bouger. Et il voulait, lui, que chaque année, ça change de lieu, qu'il y ait un village différent chaque année. Il était très heureux que ce soit Iodi dans un lieu peut-être petit, mais pour lui, c'était important, tous ces villages du Pays Basque. Mais finalement, la mairie de Saint-Palais a décrété que non, la place de Iodi, c'était quand même pas assez grand pour l'éclat d'une pareille fête. Et c'est Saint-Palais qui a choisi de faire les fêtes ici. Voilà. Mais ce n'était pas du tout pour les scènes. Alors, ici, je vous ai mis cet article du journal de Saint-Palais parce que c'est vraiment un très très beau journal. Je suis très contente qu'il ait fini par être numérisé parce que, notamment, il y a tous les articles de la Conque qui sont très importants, puis il est très important pour la pelote. Alors, je vous ai mis ça parce que c'est joli de voir comment, à l'époque, on va parler de la pelote et des joueurs. Vous voyez, 10 heures sonnent et les joueurs paraissent sur la place. C'est une ponctualité qui est un peu ordinaire. Pedro Yarza, donc de Villalona, le manchot, dit le manchot, met son gant dans sa main gauche et roule la corde qui sert à l'assujettir autour du poignet à l'aide de ses dents. C'est quelque chose qu'on peut voir encore aujourd'hui. Yatch, ou Yatcha de Asparin, se carre dans sa corpulence et les étrangers sont à se demander comment il pourra se mouvoir tout à l'heure avec son poids de plus de 100 kilos. Aujourd'hui, il faut avoir de la condition physique pour jouer à la pelote, et là, ce n'était pas le cas. Tous portent le pantalon et la chemise blanche. On n'a rien inventé. La ceinture rouge met une ligne sanglante autour de leurs reins. Les sandales chaussent leurs pieds. Alors vous connaissez ça, la tenue du pilotari, vous voyez que c'est vraiment très ancien. Et ce qui est à remarquer aussi, c'est que la ceinture, elle est rouge pour tout le monde. C'est plus tard qu'on aura des ceintures de couleurs différentes suivant les camps. Bien sûr, quand on joue face à face, les équipes ne sont pas très mélangées, c'est pas très difficile de voir, de différencier les deux camps, d'une part. Et d'autre part, je pense que les joueurs étaient très connus, donc on n'allait pas non plus mélanger. À partir du moment où il y a beaucoup de touristes qui assistent aux parties, eh bien, on va inventer ces tas de couleurs différentes. Ici, la partie commence, on vous dit triste début pour les Français. Vous voyez qu'on est passé, on est en 1885, on est passé des parties de pelote entre provinces à des parties internationales. Voilà, France-Espagne. Ils disent comme ça à l'époque. Donc le manchot refile à merveille, le buteur espagnol a un jeu méthodique, bon voilà, précision du poignet, sans paraître faire un seul effort, voilà, salle d'applaudissements, des cris enthousiastes. Il est 11h30, donc ça fait un petit moment qu'il joue. La chaleur est vraiment tropicale, voilà. Et les camps se remettent à lutter avec une nouvelle ardeur. Voilà, l'amour propre. Ils vont finir par gagner. Yatch et Chilard, le fameux joueur d'Espelette, sont plus calmes. Mais le premier ruisselle et mouille autour de lui la terre de sa sueur. Berterès, donc le buteur, fait plusieurs piques, et son but exaspère le manchot, le joueur de Villalona.
Pourtant, on s'égalise encore, vous voyez. Et la partie continue en 7 jeux. Alors ça, c'est amusant. À cette époque-là, on rallonge les parties. Parce qu'il y a des parieurs, donc quand on voit qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui se détache, que les équipes s'égalisent, on ne veut pas qu'une équipe l'emporte de un jeu. Vous savez, au tennis, il faut 2. Et ici, c'est pareil, à la pelote, il faut 2 jeux. Au moins, mais peut-être même un peu plus, il faut vraiment que la victoire soit franche, parce que les parieurs derrière ne sont pas d'accord pour perdre leur argent s'ils pensent que les joueurs sont aussi forts que les autres. Donc on voit ici que l'arrond des Miquelets de Sarthe ne laisse pas passer une seule balle, donc eux, c'est les cordiers. Et puis, ils font encore des prodiges et finalement, ils vont gagner. Donc, les retournements habituels des parties de rebond avec ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui, c'est-à-dire des parties rallongées et rallongées. Quelquefois, ils finissent la partie l'après-midi, ils vont manger, puis ils finissent la partie l'après-midi, à cette époque-là. Encore une autre partie, le jeudi 18 juillet 1887, c'est toujours la fête. Et vous pouvez remarquer ce qu'on dit toujours, grande partie de pommes au rebond. Voilà, on fait venir ici, il y a des noms nouveaux, hein. Il y a Tcha de l'Asparin, il y a l'Asparin aussi, Solé de Mayol, Chao, la Titia de l'Asparin. Donc on a les meilleurs joueurs de Saint-Palais en face, mais les meilleurs joueurs de Saint-Palais, ils ont du mal, il faut reconnaître que dans ce siècle-là, on n'a pas beaucoup de grands joueurs à Saint-Palais, il n'y a pas de grands noms. Il y a un casse-tête de Saint-Palais qui va apparaître une fois pour la fête de sa ville et seulement la fête de sa ville. On n'a pas de grands noms comme Dufour et Lombard, qui est sous le teint, on n'a pas ces grands noms. Ou le Saint-Jean-Léonier, on n'a pas ça. Donc je vous mets le rôle du buteur ici au rebond, il est très important, puisqu'on va dire que les Saint-Palaisiens ont échoué en 1892, parce que pas un d'eux ne savait buter. Alors là, vous avez justement un joueur de Saint-Palais qui bute sur la place de Saint-Palais, c'était en 2014. Et à quoi sert le bon but? Eh bien, le bon but, il sert souvent à gagner, c'est pour ça qu'on parle souvent du buteur dans le courrier de Bayonne, puisque un bon but, ça fatigue l'adversaire, hein, comme on a dit là dans l'article précédent. Le manchot, au bout d'un moment, à force de ramasser le but difficile de Berterèche, le but méchant de Berterèche, il se fatigue et du coup il joue moins bien, il a mal au bras et il refile moins bien. Et ça met même une difficulté, là vous avez un exemple, mais c'est toujours que des jeunes cette fois-ci, mais c'est toujours à Saint-Palais. Donc voilà les histoires des fêtes de la Madeleine avec leur fameuse partie de pelote. Vous voyez, on n'a pas beaucoup changé depuis. Nous allons maintenant parler des parties qui se jouent dans des lieux fermés. Alors ces lieux fermés au départ, ces jeux de paume, ils sont là dans les villes, parce que dans les villes, eh bien, dans les grandes villes, on ne peut pas vraiment écarter le jeu, donc on veut continuer à jouer en ville, du coup, on bâtit des murs pour éviter que les pelotes aillent blesser les gens qui passent, et pour éviter aussi de perdre les pelotes, etc. Donc ce sont des jeux de paume. Mais ici, en Pays Basque ou en Espagne, on appelle ça des trinquets. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la même chose, trinquet et jeux de paume? Ben, en Pays Basque, les jeux de paume sont très connus et il y en a particulièrement dans des villes où les places aussi sont connues. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a des villes où le jeu de pelote est très important. Et c'est dans ces villes que vont accourir les populations pour venir donc discuter soit les prix d'Antoine Daladier, soit des défis. Donc ces jeux sont connus dès le XVIe siècle, par exemple à Bayonne ou à la Bastille de Clérance, et ils sont très répandus au XIXe siècle. Alors au XIXe siècle, les jeux ne sont pas très répandus en France, par contre, puisque beaucoup de jeux vont au contraire fermer. Et en Pays Basque, les Basques se sont appropriés le jeu au XVIIIe siècle et ils ont commencé à jouer à leur propre jeu, c'est-à-dire à leur jeu de bled, à leur jeu contre le mur. En plus du jeu direct, qu'on appelle aujourd'hui la chaka, ils ont commencé aussi à jouer contre le mur dans les anciens jeux de paume.
Alors il se trouve un jeu de pommes, donc, à Saint-Palais. Pourquoi sait-on? Parce que dans un article du Mémorial des Pyrénées, là, en 1838, on nous dit les galeries et les fenêtres de la salle immense du jeu de pommes, dans lequel devait avoir lieu le banquet, avaient été envahies de bonheur par une foule de spectateurs. Vous voyez que le jeu, ici, ne sert pas à jouer à la pelote, mais il sert pour le banquet. Il sert pour le banquet, mais il sert aussi de salle de spectacle, salle des fêtes. Il sert aussi pour la remise des prix, par exemple, à Bidache. On voit ça dans un article. C'était le cas déjà pour les jeux de pommes en France au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Les jeux de pommes étaient utilisés pour jouer à la pelote, mais aussi comme salle de spectacle ou pour des banquets. On a la preuve, par exemple, pour le jeu de Bayonne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en France, les salles de spectacle sont rectangulaires, alors qu'en Italie, elles vont prendre la forme circulaire, semi-circulaire, là, qu'elles avaient aussi en Grèce au temps de Rome. Donc, jeu de pommes à Saint-Palais. Ce jeu perdure. En 1842, on trouve de nouveau dans le Mémorial des Pyrénées un article qui dit on les Basques jouent à la pelote d'ordinaire à la belle saison dehors, et puis quand vient l'hiver, c'est dans un jeu de pommes fermé que les Basques se livrent à leur plaisir favori. Donc ça a l'air d'être assez commun. Le chroniqueur, en fait, va annoncer que, après cette petite phrase, va annoncer que la galerie du jeu de pommes de Saint-Palais s'est effondrée. Voilà. Donc, en 1842, ce jeu existe. Et on va voir, alors je vous explique un petit peu ce que c'est qu'un jeu de pommes, quand même, pour la suite, en mettant une maquette. Vous avez ici un toit, au fond, celui-là vous le connaissez, la galerie du fond, là, ce qu'on appelle le tambour. Ici, vous avez la galerie latérale, donc le toit de la galerie latérale, et ici, quelque chose que vous ne connaissez pas, puisque ça existait dans les jeux de pommes, mais pas dans les jeux basques, dans les trinquets, ce qu'on appelle la galerie de la grille, parce qu'ici, il y a une grille, un trou. Et ici, il y a un mur. Ça, c'est un mur qui avance et qui se termine par un pont coupé. Et on joue, vous voyez, avec un filet central, donc on joue au jeu de pommes. Ça, c'est la maquette d'un jeu de pommes qu'il faut garder en tête, parce que à Saint-Palais, donc, on aura à construire quelque chose de bien différent. Je vous ai parlé de jeu de pommes et je vous ai parlé du trinquet. Alors, vous voyez ici une rue du Trinquet à Saint-Palais sur la matrice cadastrale. Cette rue, donc on vous dit là-dessus, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais le chercher, elle a 42,65 mètres de long, elle a 4,20 mètres de large, elle s'étend de la rue des Cagots jusqu'à la maison Ourchois du Trinquet. C'est le numéro 227 de la matrice cadastrale. Donc on trouve dans la matrice cadastrale une rue du Trinquet, ça veut dire qu'il y a un trinquet. Et le trinquet, c'est la maison Ourchois. Alors, la maison Ourchois, vous allez voir où elle est là sur la parcelle 227. Donc la rue Neuve, on l'a dit tout à l'heure que c'est la rue de la B12. Voilà. Et donc dans cette rue de la B12, là, si vous sortez à Saint-Palais, vous essayerez peut-être de retrouver si 1, 2, 3, peut-être 4, peut-être que c'est la 5e maison. Est-ce que cette maison Ourchois existe encore? Peut-être pas. En tout cas, c'était également un cabaret qui était tenu par Mathieu Bernadon. Et là aussi, c'était évidemment très souvent le cas. Les jeux de pommes étaient en même temps des cabarets. C'était aussi des lieux de jeu. On pouvait jouer au billard, on pouvait jouer à des jeux de cartes même. Donc, à Saint-Palais, finalement, le trinquet et le jeu de pommes, c'est la même chose. Et vous constatez aussi que c'est en pleine ville, dans les constructions, bien sûr, c'est la logique. Les jeux de pommes, ils sont en ville, et les jeux de plein air, ils sont plutôt vers l'extérieur, pour ne pas gêner la circulation et la tranquillité des
villageois. Je n'ai pas de photo de ce vieux trinquet de Saint-Palais, je suis désolée pour vous. Alors je vous montre à la place une photo d'époque, de 1883, du vieux trinquet qui s'appelait à l'époque le jeu Licou, qui s'est appelé à ses tout débuts le jeu Maubec, le jeu de pomme Maubec, parce qu'il a été construit par Maubec. Donc à l'époque c'est le jeu Licou qui deviendra l'actuel d'ailleurs trinquet Saint-André. Et vous voyez que sur ce jeu, il y a bien encore une galerie de la grille. La voilà, avec la grille ici. Vous voyez ici ce mur qui est le tambour du jeu de pomme, et vous voyez ici le pont coupé. Et vous voyez ici la corde. Vous voyez des joueurs qui jouent avec des gants, mais oui, ce sont des joueurs basques qui ont envahi ce jeu qui était le jeu des aristocrates, pratiqué avec une raquette. Alors ils pratiquent leur jeu avec leurs instruments, mais ils vont aussi pratiquer le bled contre ce mur-là. Seulement, il faut envoyer la pelote au-dessus de la galerie, ce qui n'est pas très commode, ce qui empêche aussi de faire certains coups. C'est pas très adapté, on va dire, pour le jeu de pelote. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, il y a à Saint-Palais un riche monsieur Frédéric Saint-Gemme, qui est passionné de pelote et de chevaux, qui va construire un monument exceptionnel qui fait la fierté des Saint-Palaisiens, je pense encore aujourd'hui. Ce monument, c'est le jeu qui porte son nom, le trinquet Saint-Gemme, et il a une architecture Gustave Eiffel. Vous voyez qu'il a un frontis en pierre de taille. Il n'y a pas de grille, mais il y a un chillot qui reprend un peu la grille. Il n'y a pas de mur qui avance ici, c'est pas la peine puisqu'il n'y a plus de galerie. Le mur il avance à cause de la galerie, mais il y a ce pont coupé qui donne lieu à de très jolis coups, évidemment. Il y a ici des galeries et des galeries qui courent sur les deux murs latéraux et au fond avec la galerie des parieurs, parce que le journal de Saint-Palais nous l'apprend. S'il y avait de gros paris pour les jeux en plein air, le jeu de robot ou le jeu de la chaux, il y a également de gros paris pour les jeux en trinquet. Donc ici, vous voyez la galerie et un petit peu le toit, pas très bien pris là. Et ici, les galeries pour les spectateurs, deux rangées de galeries pour les spectateurs. Ici, dans ce jeu qui a été construit spécialement pour le jeu basque, qui n'est plus un jeu de pommes, qui est un trinquet basque, fait exactement pour jouer au bled contre ce mur, contre ce frontis sans galerie. Donc, dans ce jeu vont se jouer des parties très très importantes, et notamment des défis entre des Argentins, des Espagnols et des grands joueurs des provinces basques du Nord. Donc Saint-Gemme a mis des gros moyens, et quand il construit son trinquet, eh bien, il est digne, on va dire, des cercles de pommes de l'époque. Saint-Gemme, c'est aussi un aristocrate, et il a un petit peu repris la façon de faire des cercles de pommes. D'ailleurs, un peu à la même époque, il y a un trinquet jeu de pommes qui se construit au parc Beaumont à Pau. Donc, Saint-Gemme prend sans doute un peu exemple là-dessus. Il fait paraître le règlement intérieur de son trinquet dans le journal de Saint-Palais. Donc, dans le trinquet, il y aura des abonnés, il y aura des habitués, il y aura des étrangers aussi. Les places seront numérotées et on va pouvoir réserver ces places au trinquet pour des parties importantes, parce qu'il faut penser que, évidemment, on rentre beaucoup moins de gens dans un trinquet que sur une place libre. Donc, évidemment, il y a des gens qui restent dehors, ça, les journaux nous l'apprennent. Il y a des parties importantes que tout le monde voudrait voir, mais il n'y a pas assez de place. Donc ici, il faut penser aussi qu'on est en 1891 sur le frontis.
En fait, le trinquet a commencé à être bâti en 1891, en juin 91, mais c'est le jour de Pâques de 1892 qu'il va vraiment être inauguré. Il va être inauguré avec une grande partie. Alors, qu'est-ce qu'on joue dans ce trinquet de Saint-Palais? On joue contre le mur, on joue au bled. Donc, vous pensez, on joue au bled à la nuit, comme aujourd'hui. Eh bien, on joue aussi avec Chistera. D'ailleurs, une des premières mentions de Chistera qu'on trouve dans la presse, c'est pour une partie au jeu de Bayonne, au jeu trinquet de Bayonne. Donc voilà, ici, une aquarelle qui a été faite par le vicomte de Vauffreland, qui dit dans ses mémoires là, avoir assisté à une partie à Chistera au trinquet Saint-Jean. Voilà, c'est pour ça que vous avez le joueur ici. Donc on joue effectivement au bled et la partie d'inauguration à Saint-Palais, ça va être une partie avec des célébrités, une célébrité Pachi, Chiki, il va y avoir le Pachi donc, qui est connu en Espagne, et puis contre celui du Rhum, Chiki du Rhum, qui est aussi très célèbre. Saint-Gemme invite toujours comme ça des grands joueurs de manière à avoir du succès et à faire le plein de son trinquet. Donc toutes ces parties qui se jouent, ça fait un certain lustre pour la ville de Saint-Palais et pour le jeu de trinquet. Donc ici vous avez des joueurs de Saint-Jean-de-Luz, Harmonie et Gélos. Harmonie, vous en avez peut-être entendu parler, Gélos c'était qui avait construit le trinquet. Voilà, ici, beaucoup de parties. Alors il y a quand même l'inauguration des courses de chevaux également, et toujours des parties en trinquet. Parties internationales en trinquet. Aussi de la musique, etc. Mais c'est très important donc, pour Saint-Palais, à partir du moment où ils sont le trinquet Saint-Jean, l'animation se fera plutôt au trinquet Saint-Jean. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, on a quand même abouti au XXe siècle, et en 1923, eh bien, la municipalité va faire de nouveaux frais, de grands frais. Il va y avoir donc des évolutions. Si on peut dire que les gens n'aimaient pas trop le jeu de Grand Chistera, la Combe notamment, et Saint-Gemme n'aimaient pas du tout ce jeu de Grand Chistera, il va y avoir une évolution, et à Saint-Palais, on va accueillir autant du Grand Chistera que du Roi. Ces articles, il veut absolument sauver le rebond. Et oui, à cette époque-là, le rebond est moribond. Moribond, on joue encore au rebond, mais les jeunes n'ont plus très envie d'apprendre à jouer. Par exemple, chez Tito de Cambo, ils ne jouaient pas au rebond. Et donc, ce rédacteur dit, mais moi, voilà ce que je préconise pour qu'on arrive à sauver le rebond. Il faut faire des places, il faut envoyer les jeunes jouer au rebond, et il faut surtout leur mettre deux murs face à face. Et ceux qui, s'il y en a parmi vous qui ont joué au rebond, savent bien que, surtout s'ils ont joué à Baïmory ou à Tardex, que quand on a un mur au fond, eh bien c'est quand même un peu moins fatigant de ramener la pelote. Et le jeu est plus intéressant également. Donc la mairie en tout cas de Saint-Palais, comme la mairie de Saint-Jean-de-Luz et de Gustaritz, toutes ces mairies-là, ont fait l'effort de faire ces deux murs, qui rendent le jeu quand même beaucoup plus agréable, tant pour les joueurs que pour les spectateurs. Et ce qu'on peut dire également, c'est que la ville de Saint-Palais, tout au long du XVIIIe, du XIXe, du XXe siècle, et même du XXIe siècle, a donné beaucoup d'importance à ce jeu de pelote. Au début, pelote ensuite, et aujourd'hui encore, en accueillant l'exposition, en accueillant très souvent des finales de championnat de France, et en accueillant
également un tournoi, enfin en organisant un tournoi. Il faut dire ici, voilà, les finales de 2014, ce fut un succès, on peut dire, inégalé. La finale, l'ouverture de la grande semaine de pelote basque à Saint-Palais, je pense qu'on s'en souvient, on s'en souviendra longtemps. Donc ici à Saint-Palais, le jeu de pelote est très vivant, avec un club qui pratique toutes les spécialités, autant les traditionnelles que les plus modernes, la palette à gomme ou le chalet. Et même le chalet est quand même une spécialité internationale qui n'était pas très connue et pour laquelle Saint-Palais a fait beaucoup. C'est ici qu'il y a eu un projet scolaire en 1875 et le chalet a pu y être développé. Certains ont appris même à fabriquer des chalets, notamment le Keshsal fabricant de chalets. La mairie, en plus, a racheté également le trinquet qui est devenu municipal et l'a remis aux normes, ce qui est un effort considérable, en 2007. Et maintenant, ce trinquet a une paroi du fond amovible qui permet de jouer tant les spécialités traditionnelles que les spécialités internationales, et notamment ce chalet, avant les joueurs de Saint-Palais devaient aller au trinquet d'Oreille, qui a été construit en 1985 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc une ville dont moi, personnellement, je salue tous les efforts pour le jeu de pelote. Et ça, on voit que le rebot est toujours vivant et on peut s'en réjouir. Le Lachois est vivant de l'autre côté. Ici, on a gardé le rebot. Ma foi, ce n'est pas si mal. Alors, je vous remercie. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci Olivier. Est-ce que quelqu'un a une question? Alors je vais, pour des raisons sanitaires, je vais prendre ma question et je vais la retranscrire. Voilà, je vais vous écouter. Je vais être obéissant, non? Je voudrais dire deux choses. C'est que dans l'histoire de Saint-Palais, la prochaine finale du championnat de France de rebot aura lieu dimanche à Saint-Palais, donc il y a une tradition qui se perpétue. La deuxième chose, c'est qu'il y a un travail en cours pour demander, alors que ce n'est pas fait malgré ce qui se dit, le classement du trinquet de Saint-Palais à l'inventaire du monument historique. Il n'est pas classé, il y a un travail qui est en cours à la demande de la mairie de Saint-Palais et de la municipalité. C'est vrai que c'est quelque chose d'important et aujourd'hui, notamment dans le dernier livre sur le trinquet, il apparaît comme étant classé au monument historique, il ne l'est pas. Et il devrait l'être dans les années qui viennent. Il devrait l'être, oui. Bravo.